Ils sont 12. 12 stades bâtis aux quatre coins de l'Europe. Imaginés par les architectes les plus audacieux et construits par des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs. 12 arènes gigantesques, sélectionnées pour accueillir les matchs d'un événement planétaire, le Championnat d'Europe de football 2020. Embarqués pour un tour d'Europe inédit à la découverte des plus beaux stades du continent. Dans cet épisode, la rencontre va opposer le Stade olympique de Rome en Italie au Stade San Mamés de Bilbao en Espagne. D'un côté, un stade historique. Un stade édifié en à peine 2 ans et qui, pour respecter les délais de construction, a exigé des technologies révolutionnaires. Pour la FIFA, c'était impossible de construire ce stade dans un délai aussi court. Ça a été un vrai miracle. De l'autre, un stade totalement intégré à la ville qui a su relever un défi de taille, conserver l'ambiance mythique de l'ancien stade San Mamés tout en se modernisant. L'ambiance est assourdissante dans le stade. Les joueurs le ressentent et ils en ont les poils qui se hérissent. 2 stades qui ont fait le pari de tout détruire pour tout reconstruire en un temps record. Commençons notre voyage par l'Italie et sa cité éternelle, Rome. Située au centre-ouest de la péninsule, traversée par le Tibre, la capitale méditerranéenne accueille 3 millions d'habitants. Véritable livre d'histoire à ciel ouvert, Rome oscille entre tradition et modernité. Les monuments historiques d'exception côtoient les œuvres architecturales contemporaines, à l'instar du Foro Italico. Édifié sous Mussolini entre 1927 et 1933, ce grand complexe sportif abrite des vestiges remarquables qui jouxtent un bâtiment moderne d'envergure, le Stade olympique. À travers ce vaste ensemble architectural, le despote italien souhaitait asseoir sa puissance et faire rayonner son régime. Pour atteindre le stade, il faut emprunter une artère centrale de 130 mètres de long. À son entrée, un gigantesque obélisque de marbre haut de 37 mètres et pesant plus de 300 tonnes. L'obélisque Mussolini suscite encore beaucoup de polémiques, car l'inscription Mussolini Dux est toujours présente. L'arrivée de ce monolithe a été épique. Il a été transporté par voie fluviale sur une barge avant d'être porté devant la basilique Saint-Pierre, comme pour faire un hommage au pape. Puis il a été laissé au sol sur l'artère centrale pendant plusieurs années. En 1932, les 2 architectes, Constantini et Piantonello, ont modifié la base du monolithe, rappelant l'architecture avant-gardiste. Pour installer le monolithe dans sa position finale, ils ont utilisé un système de levier qui a permis de faire basculer à la verticale l'obélisque. Sur cette artère centrale, le sol est décoré de 5000 mètres carrés de mosaïques qui célèbrent le sport.
22 blocs de marbre ont été édifiés de part et d'autre de l'allée. Le Foro Italico, conçu par l'architecte Enrico Del Debbio, s'articule autour de la place de la fontaine sphérique. C'est de cette fontaine que partent les allées qui mènent aux différentes installations sportives. Le stade olympique, autrefois appelé le stade des Cyprès, les terrains de tennis, le terrain de rugby, les piscines, les terrains de basket ou de volley, l'allée centrale du complexe qui traverse l'académie fasciste masculine d'éducation physique et le gymnase privé de Mussolini. Enfin, pour finir, le stade des Marbres, dominé par 62 statues monumentales de sportifs. La couronne de sculpture est le résultat d'un concours auquel ont participé des artistes de tout le pays. Chaque statue fut payée par une commune différente d'Italie. Le Foro Italico est conçu pour accueillir de grandes compétitions internationales. Et dès le départ, une attention particulière est donnée au stade des Cyprès. Il est construit en 1927 par l'architecte Del Debbio et situé à l'emplacement actuel du stade olympique. En 1937, un autre architecte, Luigi Moretti, reprend le projet et ajoute 2 anneaux au stade des Cyprès. Bien qu'encore en construction, l'enceinte a l'étoffe d'un monument digne d'être exposé aux yeux du monde. Le régime de Mussolini le choisit pour accueillir la visite d'Hitler en 1938. Pour l'occasion, le stade est décoré de 24 tours surmontées d'aigles impériaux, aussitôt démontées après l'événement. Les travaux du stade sont alors interrompus par la Seconde Guerre mondiale. Puis repris en 1950 pour donner lieu au stade des 100 000. On l'appelait le stade des 100 000 parce qu'il y avait 100 000 spectateurs. C'était immense et beaucoup de gens étaient debout. De grands événements ont eu lieu dans ce stade. Régulièrement, le stade des 100 000 est sous le feu des projecteurs. En 1960, il accueille les Jeux Olympiques, puis les Championnats d'Europe de football, mais aussi les Championnats du monde d'athlétisme. À partir de 1987, un important chantier va modifier entièrement la morphologie du stade. En mai 1990, le nouveau stade olympique est inauguré et béni par le pape Jean-Paul II, avant d'accueillir le premier match de la Coupe du Monde, qui oppose l'Italie à l'Autriche. Aujourd'hui, la deuxième plus grande enceinte sportive du pays héberge les 2 clubs de la capitale, l'AS Roma et la Lazio de Rome. Si à Rome, l'enceinte est située à l'écart du centre-ville dans un grand complexe sportif, à Bilbao, le stade San Mamés a lui toujours été localisé en plein cœur de la cité basque, bordé par de petites montagnes. C'est en 1913 qu'a été construit le premier stade, surnommé la cathédrale du football. À partir des années 50, il s'est agrandi progressivement en y ajoutant des tribunes tout autour. Le stade sera entièrement modifié en seulement 2 années de travaux et inauguré en 2013. Il est implanté au même endroit que le précédent. Car pour les fervents supporters de l'Athletic Bilbao, il était impensable de déplacer le nouveau stade en périphérie.
Cette véritable institution, ambassadeur d'un territoire et d'un peuple, devait rester dans le centre-ville. C'est César Azcárate, architecte espagnol, qui a été chargé de dessiner la nouvelle enceinte. La tradition qui fait que des supporters venaient à cet endroit depuis plus de 120 ans, on ne pouvait pas la changer. Et trouver d'autres alternatives pour sortir le stade hors de la ville, le club lui-même et les supporters l'ont empêché. Situé le long du fleuve, la Ria, le stade est un élément architectural structurant de la ville. Il s'inscrit dans la continuité des monuments de référence. La mairie, datant du XIXe siècle, le musée Guggenheim, construit en 1997 par Frank Gehry, le palais des congrès et de la musique Euskalduna, et la tour Iberdrola, couverte de verre et haute de 165 mètres. Les architectes les plus réputés ont participé à la transformation de Bilbao. Cette ancienne cité industrielle a su se réinventer pour devenir l'une des villes les plus attractives d'Espagne. Située en plein cœur de la ville, l'enceinte est facilement accessible et desservie par les transports en commun. Les piétons, eux, empruntent la rue Licenciado Poza. Le stade est à un endroit très important de la ville, juste en face de la rue Licenciado Poza. Cette rue si classique et si mythique de Bilbao, parce que c'est de là que vous avez une vue imprenable sur le stade. Et c'est par là que les supporters arrivent les jours de match. C'est presque comme un chemin de pèlerinage vers le stade de football. Cet homme passionné a dû regorger d'inventivité pour intégrer l'arène le mieux possible dans le paysage urbain. Il a alors divisé la façade en 5 anneaux de hauteur identique, semblables aux étages d'un immeuble classique du centre-ville. Il l'a ensuite constellé de motifs en forme de voile de bateau. Cette forme se répète 2500 fois et nous l'avons répartie sur 5 étages. De cette manière, ça permet d'avoir un édifice à échelle humaine et en harmonie avec les autres bâtiments de la ville. Mais avec ses 55 000 places, le nouveau stade devait également relever le défi d'être plus large, plus haut et plus impressionnant que l'ancien, sans pour autant empiéter plus sur la ville. Comme vous le voyez, il est assez bien intégré dans la ville, aussi bien par sa hauteur que par sa taille. Vous savez, les stades de football sont généralement les plus grands monuments dans les villes en termes de taille et de volume. Nous avons donc dû réduire son empreinte afin qu'il occupe le moins d'espace possible et réduire au maximum sa hauteur, pour qu'il soit au même niveau que les bâtiments de la ville. Pour réaliser cela, nous avons fait enterrer le terrain d'environ 8 mètres plus bas que le niveau de la rue, et cela a réduit la hauteur du stade. Le nouveau stade San Mamés est l'une des enceintes les plus compactes au monde. Si l'architecte a réussi à intégrer la structure au tissu urbain, il restait pour les constructeurs un double défi à relever. Comment passer d'un stade de 43 000 à 53 000 spectateurs en restant sur le même emplacement? Mais aussi comment construire la nouvelle structure avant même d'avoir détruit l'ancienne, et alors que l'équipe continue de jouer ses matchs à domicile. Il fallait réussir à construire l'enceinte entre le fleuve, l'ancien stade, un hôtel et l'université de la ville. Oscar Malo, aujourd'hui directeur du stade, a suivi à l'époque le projet en tant qu'ingénieur.
La construction du stade a été très cadrée parce que la parcelle est très réduite. Et surtout, l'ancien stade devait continuer de fonctionner pendant qu'on construisait le nouveau. Les manœuvres de chaque élément et de chaque machine que nous utilisions pendant la construction étaient très limitées. Et le défi est d'autant plus grand qu'il faut construire ce futur temple du foot en respectant le voisinage situé à seulement quelques mètres. Comme le stade est dans la ville, nous devions limiter nos nuisances sonores. Nous avons un hôtel à côté, des voisins relativement près. Donc la nuit, bien sûr, il fallait privilégier les tâches les moins bruyantes pour que les voisins puissent dormir. Alors oui, ça limitait notre marge de manœuvre et il fallait vraiment intensifier les travaux pendant les heures de la journée. Au total, ce sont plus de 15 machines, 4 grues, dont certaines atteignant 150 mètres de haut, qui ont travaillé sur le chantier pendant des mois et qui ont retiré plus de 33 000 tonnes de gravats. Un chantier pharaonique en plein cœur de la ville. Les dimensions du nouveau stade dessinées par les architectes étaient de 236 mètres de long sur 191 mètres de large. Mais l'espace entre les voies sur berge et l'ancien stade n'était lui que de 156 mètres. À partir de mai 2010, seuls les 3 premiers quarts du stade ont été construits sur l'espace disponible, sans toucher à l'ancien stade qui continuait d'accueillir les matchs du club. Pendant l'été 2013, l'ancien stade a été démoli. L'échéance était de 22 mois pour la première étape. C'est très court pour la construction d'un stade. Et le plus grand défi a été de démolir la rue qui séparait l'ancien stade du nouveau. Et bien sûr, les tribunes de l'ancien stade, dont l'arc était l'emblème de l'ancien San Mamés. À ce moment-là, nous avions seulement 3 mois pour faire cette démolition et gagner les 10 mètres de gazon qu'il manquait au nouveau stade pour qu'il atteigne les dimensions réglementaires. C'est là que ça a été délicat, parce que si nous ne respections pas les délais, nous finissions sans le vieux stade et sans le nouveau. Après la pose de la pelouse, le dernier quart des tribunes a pu être construit pendant la saison 2013-2014, alors que le club jouait ses matchs dans sa nouvelle enceinte, encore en chantier. Si la construction du stade San Mamés a été une course contre la montre, il en est de même pour un autre lieu mythique du ballon rond, le Stade olympique de Rome. Pour accueillir la Coupe du monde de football de 1990 et répondre aux normes des organismes internationaux, le stade de la capitale italienne doit être détruit, puis reconstruit en à peine 2 ans. Un temps record. Quand les gens de la FIFA sont venus pour voir l'avancement des travaux, ils ont voulu nous retirer la Coupe du Monde, parce qu'ils disaient que c'était impossible de construire le stade dans un délai aussi court. Et en effet, les ouvriers l'appellent le stade des miracles, parce que nous avons rencontré des difficultés pour faire ce stade en moins de 2 ans. Il fallait démolir et construire un nouveau stade. Et ce fut un vrai miracle. Le manque d'espace et l'étroitesse du chantier étaient un problème. Il y avait 50 grues sur le chantier en même temps, 50 grues qui devaient se déplacer pour transporter le matériel et monter cet énorme mécano. Mais pour faciliter ce chantier titanesque et construire le stade en moins de 24 mois, le toit est dissocié du reste de la construction. C'est le Comité olympique national italien qui dessine le projet. La structure du toit doit couvrir tous les gradins, mais pour ne pas gêner la visibilité des spectateurs, il faut éviter d'utiliser une structure portante à l'intérieur du stade.
Le poids de la couverture est alors supporté grâce à toute une structure de poutres et de câbles située au-dessus du toit et soutenue par 8 colonnes gigantesques aux 4 coins du stade. Les tours en béton armé peuvent atteindre plus de 70 mètres de hauteur et la structure principale du toit se situe entre 45 et 55 mètres de haut. La structure entière du toit représente plus du tiers de la taille du stade. Contraint par le temps, la tâche des constructeurs est immense. D'autant qu'un événement inattendu va se produire. 1 mois après le démarrage des travaux, le projet est suspendu. Ce toit imposant est rejeté par le ministère des Biens culturels et de l'Environnement et par le tribunal administratif de Rome. Les 8 tours de plus de 50 mètres impactent trop fortement le paysage. Pour les constructeurs, c'est un véritable coup de massue. Il faut tout recommencer à zéro. Nous nous sommes retrouvés avec une page blanche 16 mois avant l'inauguration. La hauteur des colonnes était le principal problème. Il fallait trouver une solution qui soit la plus basse possible. Tout était à refaire, le projet et toute la construction. Le défi était déjà immense, mais c'est maintenant un véritable exploit que doivent réaliser main dans la main architectes et ingénieurs. Ce toit doit être le plus bas possible et rapide à construire. C'est finalement l'architecte Massimo Maggiovici qui va trouver la solution. Construire un toit en roue de vélo. C'est là que j'ai pensé à cette nouvelle idée, qui n'avait jamais été réalisée dans un stade aussi grand. C'est-à-dire l'idée d'une roue de vélo totalement indépendante du reste. Elle n'a pas besoin d'être soutenue par de grandes structures, comme ces hautes tours. En fait, tout est dans cet anneau, qui peut justement être très bas, parce que ce concept de structure le permet. Cette idée révolutionnaire, imaginée pour la première fois dans un stade, est aussitôt validée par les autorités. La structure du toit ressemble à une roue de vélo. Le centre de la toiture, l'anneau intérieur, est composé de 12 câbles d'acier de presque 9 cm de diamètre. Il représente le centre de la roue de vélo. « 80 jonctions permettent de renforcer l'anneau intérieur. De ces jonctions partent les treillis de câbles d'acier qui sont comparables aux rayons de la roue de vélo. Chaque treillis est composé d'un câble supérieur et d'un câble inférieur. Ils sont reliés l'un à l'autre grâce à des câbles verticaux pour plus de stabilité et de maintien. Chaque treillis est fixé à ce qui peut s'apparenter à la jante, une structure d'ancrage périphérique. Cette structure est composée de tubes d'acier d'une douzaine de mètres de hauteur. L'ensemble est relié à l'anneau extérieur qui est soutenu par 16 colonnes qui, pour supporter le poids, doivent être d'une solidité extrême. Pour alléger au maximum le poids supporté par ces 16 colonnes, le choix de la membrane est décisif. La combinaison idéale, une fibre de verre qui constitue la partie résistante de la membrane, recouverte d'une pellicule en polytétrafluoréthylène, un type de plastique qui garantit l'imperméabilité et la protection de la fibre de verre. Les ingénieurs ont accompli une véritable prouesse. Réaliser un toit sophistiqué, léger et bas en moins de 16 mois. Cette course contre la montre lui a valu le surnom de Stade des miracles.
Aujourd'hui, 30 ans plus tard, je me demande comment j'ai trouvé le courage de proposer cette solution qui n'avait jamais été réalisée. Je dois avouer qu'à ce moment-là, nous manquions de connaissances pour garantir un résultat parfait. En fait, nous nous sommes fiés à notre intuition. Mais comme nous le savons, il faut toujours repousser les limites de la technique. C'est donc l'imagination et l'audace de cet homme qui ont permis de réaliser cette prouesse architecturale et de faire de ce toit une référence mondiale. L'autre grande innovation du stade olympique, c'est l'extension de la tribune Tévéré. Elle doit son nom au fleuve, le Tibre, qui traverse Rome et passe à proximité de l'enceinte. Lors des gigantesques travaux de 1990, la tribune Tévéré est la seule partie du stade qui a été conservée. Le reste de l'enceinte, construit essentiellement avec un ciment de basse qualité, a été totalement détruite. La tribune Tévéré a été laissée et renforcée parce qu'elle est le témoignage de l'ancien stade. On peut encore apercevoir les murs en travertin et les fontaines. Le travertin a été utilisé comme symbole. On l'a laissé et on a juste agrandi la partie supérieure en bois. Comme ça, on peut toujours admirer les symboles de la continuité de l'histoire du stade. Donc, même si on a tout refait, on a quand même conservé ainsi une trace historique de la tribune Tévéré. La tribune Tévéré a donc été agrandie de 16 rangs supplémentaires afin d'accueillir les 70 000 spectateurs du stade. Les ingénieurs ont donc dû innover pour augmenter la hauteur de la tribune, tout en minimisant le poids porté par la structure existante. Jaime Manca, architecte et spécialiste des stades en bois, nous emmène au pied de la tribune. Voici la tribune Tévéré, réalisée en 1990 à l'occasion du Mondial de foot. Au-dessus de cette structure de piliers en béton armé, on a réalisé une structure en bois lamellaire. Cette structure légère soutient des poutres inclinées qui elles-mêmes soutiennent les gradins en aluminium. Tout cela permet d'avoir un système ultra léger. C'est un matériau qui pèse 500 kg par mètre cube. Il est donc nettement plus léger que n'importe quel autre matériau. Le béton armé, lui, pèse 2500 kg par mètre cube. L'acier, plus de 6000. Son extrême légèreté en fait un matériau très facile à utiliser. Il permet d'avoir un dispositif de chantier très simple et une rapidité de montage. Nous emboîtons des parallélépipèdes, c'est un peu comme si on montait un gros Lego. Le bois lamellaire est fabriqué grâce à un assemblage de planches enduites de colle à mélamine et pressées les unes aux autres. Ainsi, après 12 heures, on obtient une poutre dite en glulam.
Ces poutres en bois et ces gradins en aluminium sont le symbole de l'extension de la tribune Tévéré. Mais le bois ne présente-t-il pas un risque majeur? Celui de prendre feu et de s'embraser très rapidement. Le glulam prend feu puisque c'est un matériau en bois, mais c'est un bois qui prend feu très lentement. Il réduit sa couche carbonée de 6/10 de millimètre par minute. Savoir ça permet d'avoir des temps de délai d'évacuation prédéfinis, ce qui serait impossible si on utilisait d'autres matériaux. Par exemple, en cas de haute température, l'acier a tendance à s'effondrer. À 800 degrés, il perd toutes ses caractéristiques mécaniques et s'écroule. Les pompiers autorisent donc plus facilement un bâtiment en glulam plutôt qu'en acier ou en béton armé. En utilisant du glulam, le Stade olympique de Rome a réalisé une grande performance. Construire sur une structure existante un nouveau gradin extrêmement léger, et ce, dans un temps de construction record. Les bâtisseurs des stades ne cessent de faire preuve d'inventivité et de repousser leurs limites. Tel fut le cas de Massimo Majovici, qui a créé le toit en roue de vélo pour le Stade olympique de Rome. Un concept révolutionnaire qui donne cette apparence si particulière. Mais dans la cité basque, l'architecte du stade San Mamés a dû faire face à un nouveau défi. À la fin des travaux, l'enceinte est recouverte d'un toit qui protège les gradins de la pluie. Mais la ville est soumise à des intempéries régulières et après quelques mois d'utilisation, l'Athletic Bilbao trouve que le toit du nouveau stade ne protège pas assez la pelouse et le bas des gradins. Les architectes sont alors face à un nouveau challenge. Réaliser une extension de la toiture alors que le chantier est terminé. C'était vraiment un défi d'ingénierie très grand, car il n'existe rien de similaire dans le monde. Une structure métallique de 50 mètres de long qui supporte une extension qui, elle, mesure entre 18 et 23 mètres de long selon la zone, et le tout maintenu par des câbles tendus. La couverture existante, avec un porte-à-faux de 50 mètres, n'a pas été conçue pour supporter un poids supplémentaire. L'extension doit donc être la plus légère possible. Les architectes pensent aussitôt à la solution la plus adaptée, le toit en roue de vélo. D'abord, une nouvelle structure de tubes d'acier est fixée sur le bord de l'ancienne structure. Elle permet d'accueillir un système de câbles tendus entre des tubes qui forment ensemble une structure complète en forme d'ovale. Par-dessus sont positionnés des cadres métalliques inclinés sur lesquels est posé du film plastique. L'ensemble est ensuite gonflé et permet à la pluie d'être récupérée au niveau de la jonction entre les deux parties du toit. Au final, l'extension est de 14,92 m sur la largeur la plus courte et jusqu'à 23 mètres dans les virages. Nous avons travaillé pour réaliser une couverture très légère, faite simplement à partir de câbles d'acier, connectés au toit existant grâce à des renforts. Ensemble, ils forment une structure qu'on appelle couramment le système de roue de vélo. Cette extension est donc conçue comme si c'était une roue de vélo avec les câbles qui représentent les rayons de la roue. Nous avons pu lui donner cette forme et l'intégrer de façon harmonieuse dans l'architecture du reste du stade. Pour ne rien arranger,
La structure du toit en roue de vélo fonctionne d'un seul tenant, ce qui demande une installation des plus minutieuses. D'autant que les travaux ont dû être réalisés en moins de 4 mois, pendant la trêve du championnat d'été. Pour réaliser cet exploit, les architectes ont utilisé un matériau de couverture extrêmement léger, l'éthylène tétrafluoroéthylène, dit ETFE. Philippe Lennert est le patron de Vector Foil Tech, la seule entreprise au monde à avoir fait de l'ETFE son cœur de métier. Il nous fait découvrir les secrets de fabrication de ce matériau utilisé dans les plus grands projets d'architecture contemporains. Dans cette partie du bureau d'études, nous définissons toutes les informations destinées à la production des panneaux d'ETFE. Donc tous les gens que vous voyez ici travaillent sur les moindres détails de la conception des panneaux d'ETFE. Par exemple, comment couper les feuilles, comment les souder ensemble. C'est ici que tout commence. Ils sont ensuite transférés à la production où nous soudons ensemble les différentes feuilles d'ETFE afin d'obtenir un panneau complet. L'ETFE est composé de résine, des petits granulés qui sont fondus puis transformés en film souple. Lorsque les designers ont fini leur projet, l'atelier prend le relais et réalise la première étape, la découpe du matériau. C'est sur ces grandes tables automatisées que le film ETFE est soigneusement découpé aux formes souhaitées. La deuxième étape de production consiste à souder les feuilles d'ETFE entre elles. Ici, les feuilles simples d'ETFE que nous avons coupées du rouleau sont assemblées et soudées en une couche continue. Et puis sur ces grandes tables, on met les couches les unes sur les autres pour créer les coussins d'ETFE. Si la compagnie Vector Foil Tech maîtrise parfaitement la chaîne de production de l'ETFE, chaque nouveau grand projet, comme celui d'un stade, constitue un réel challenge. Les projets de stade sont généralement nos plus grands projets. L'ensemble du processus peut vraiment prendre beaucoup de temps et utiliser beaucoup de main-d'œuvre. Dans de nombreux cas, nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec 3 équipes pour créer un stade de 20 000, 30 000 ou 40 000 mètres carrés, ce qui représente une énorme quantité de fabrication. Tel fut le défi pour le toit du stade San Mamés, qui est composé de 20 000 mètres carrés de coussins gonflables en plastique. La façade de l'enceinte, également constituée d'ETFE, est équipée d'un système d'éclairage qui, les soirs de match, donne au stade toute sa splendeur. Aujourd'hui, si ce matériau est utilisé dans les plus grands projets d'architecture de la planète, c'est parce qu'il présente de nombreux avantages. Le gros avantage de l'ETFE par rapport au verre, c'est la légèreté. Par exemple, un panneau d'ETFE, c'est 1 à 5% du poids d'un panneau en verre, ce qui représente une grande économie dans le matériau de revêtement. Et ça signifie également que vous n'avez pas besoin d'une charpente aussi importante.
Ce qui est intéressant avec le TFE, c'est que c'est le frère chimique du téflon, que vous connaissez peut-être avec la poêle. Et il a une caractéristique très importante, la caractéristique anti-adhésive. Avec le TFE, cela signifie que la saleté ne colle pas vraiment à l'extérieur des panneaux. Nos clients n'ont pas à consacrer beaucoup de temps ou d'argent pour le nettoyage extérieur parce que la pluie s'en charge pour eux. Résistant aux UV, il ne décolore pas et ne se dégrade pas. Translucide, il laisse passer une grande quantité de lumière qui alimente naturellement le gazon. Donc, avec le TFE, vous construisez sur du long terme une enveloppe de bâtiment transparente ou translucide. Et pas seulement quelque chose qui va durer 10 ou 15 ans et devoir être remplacé. Si dans l'enceinte de San Mamés, on ne pratique que le football, le Stade olympique de Rome, lui, accueille de nombreuses autres disciplines. Au total, ce sont plus de 60 événements sportifs qui se déroulent chaque année sur la pelouse. Un gazon toujours plus sollicité, qui doit donc être toujours plus résistant. Francesco Rossini, ingénieur agronome, spécialiste des gazons sportifs, travaille à l'université de Viterbe. Selon le sport, chaque gazon a des spécificités techniques qui doivent être respectées pour que le jeu soit parfait. Donc, les caractéristiques d'une pelouse d'un stade doivent être différentes de celles d'un terrain de golf ou d'un terrain de polo ou même d'une pelouse pour le tennis. Chaque sport a ses spécificités que la pelouse doit respecter. Et pour que le gazon de Rome puisse supporter une telle activité, Francesco a réalisé des tests en laboratoire pour trouver la meilleure formule. Nous nous sommes concentrés sur l'optimisation de la pelouse du stade olympique. Et nous avons trouvé des solutions pour qu'elle soit utilisée à la fois pour le foot et pour le rugby. Et cela grâce à nos récentes recherches. Alors que la plupart des stades utilisent une pelouse synthétique, celui de Rome, lui, a opté pour une pelouse naturelle capable de résister aux chocs, mais aussi au climat méditerranéen. Une pelouse créée sur mesure qui associe deux espèces d'herbes complémentaires, la Bermuda grass et le raigrass anglais. Cette combinaison de cultures, conçue aux États-Unis, en Floride et en Californie, a été adoptée pour notre climat méditerranéen afin de rendre le terrain plus résistant. En effet, si nous n'avions pas ce type de pelouse, nous ne pourrions pas recevoir les 64 à 67 événements qui se déroulent en moyenne chaque année dans le stade. Cette composition permet d'obtenir toutes les caractéristiques nécessaires de résistance à la torsion et de dureté du sol. Elle correspond aux critères de l'UEFA et comme vous pouvez l'observer, la motte est extrêmement robuste, mais juste ce qu'il faut pour que les joueurs de foot et de rugby puissent y jouer en toute sécurité. Avec ce système composé uniquement d'espèces naturelles, nous garantissons les mêmes prestations et performances qu'une pelouse synthétique. La Bermuda grass résiste aux températures élevées et crée la maille solide du tapis herbeux.
Avec sa densité et sa pousse ultra rapide, c'est le gazon le plus populaire pour les terrains sportifs. La seconde espèce d'herbe est le raigrasse anglais. Elle résiste au froid et supporte très bien le piétinement. Ses graines sont semées sur la Bermuda grass, puis recouvertes de terre, tassées et arrosées. Le tapis d'herbe a une épaisseur de 4 cm. Il repose sur une couche de 4 cm de sable de silice. Le sable est composé de plus de 180 minéraux différents. Il sèche très vite et assure le drainage de l'eau, ce qui maintient la qualité de l'herbe. En dessous du sable se trouve une couche de 15 cm de terre volcanique. Ces petits cailloux ont de nombreuses vertus. Ils facilitent le drainage, permettent de réduire la pousse des mauvaises herbes, préservent les racines du gel en hiver et conservent la fraîcheur en été. Tout cela repose sur 1 mètre de terre. Si la collaboration entre l'Université de Viterbe et le Stade olympique est un succès pour la qualité de la pelouse, elle permet aussi de protéger l'environnement. Nous essayons d'améliorer la qualité du gazon, mais aussi de protéger l'environnement en réduisant l'utilisation de produits phytosanitaires et de fertilisants. Et surtout, en optimisant l'utilisation de chauffage et d'éclairage, qui ont un coût énergétique élevé. Le Stade olympique de Rome a mis tout en œuvre pour que son gazon naturel fasse de cette arène un des plus beaux endroits de jeu sur la planète. Dans la cathédrale du football à San Mamés, le foot est une religion qui transcende toutes les générations et les classes sociales. Les soirs de match, c'est tout le quartier de San Mamés qui est en ébullition. Les supporters en procession remontent l'avenue principale jusqu'au stade avant d'envahir l'esplanade. Pour les constructeurs, il était primordial de conserver cette ferveur si particulière, réputée dans le monde entier. Ce fut le principal défi que nous avons dû relever au moment de concevoir le stade. Nous devions réaliser un stade moderne, un stade plus grand, mais nous ne voulions surtout pas perdre toute cette atmosphère qu'avait l'ancien. Le stade, situé en plein centre-ville, devait occuper le moins d'espace possible. Et étonnamment, c'est ce paramètre qui a permis de conserver l'ambiance mythique de cette cathédrale du football. Pour réduire sa hauteur, le stade a d'abord été enterré de 8 mètres sous la surface. Les gradins, eux, ont été construits au plus près du terrain. Et surtout, ils ont été inclinés selon la pente la plus raide autorisée par les instances internationales du football. Pour garder l'atmosphère de l'ancien San Mamés, nous avons également décidé d'incliner le toit vers le bas, avec toutes les poutres de la structure métallique qui pointent vers le centre du terrain. La pression acoustique des spectateurs se répercute donc sous le toit et se dirige sur le terrain de jeu. Et le dernier facteur qui permet d'obtenir cette atmosphère est de donner une homogénéité à toutes les tribunes, à toute l'enceinte. Cette ambiance rouge, avec tous ces sièges, le blanc du toit, le vert de la pelouse, tout cela amplifie cette atmosphère de football qui se vit d'une manière particulière, comme c'était le cas dans l'ancien San Mamés et maintenant ici. Et sur le terrain, les joueurs ressentent aussi cette ambiance légendaire. J'ai eu la chance d'être le dernier capitaine de l'ancien stade et le premier capitaine du nouveau.
Dans l'ancien San Mamés, dès que tu montais les marches et que tu voyais le terrain, ça respirait le foot, non? Maintenant, dans le nouveau, quand tout le monde chante, que tout le monde se lève, quand l'équipe enferme l'équipe adverse sur la surface, ah là là, c'est génial. Je veux dire, l'ambiance est assourdissante dans le stade. Et les joueurs le remarquent, car ils en ont les poils qui se hérissent. Et c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu. L'ambiance est incroyable. Le stade est beaucoup plus symétrique que l'ancien, il est beaucoup plus compact et les gens sont plus près du gazon. Avec tout ça, l'ambiance des matchs est incroyable. À Rome, les deux clubs de la capitale peuvent aussi compter sur leurs supporters pour faire vibrer l'arène et faire résonner leurs chants jusqu'au Vatican. Le stade olympique de Rome et le stade San Mamés de Bilbao ont réussi le pari fou de se réinventer en un temps record, et ce, en utilisant des technologies de pointe. Devenus de véritables institutions, leur renommée dépasse largement les frontières, attirant des spectateurs du monde entier.